Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Nous entamons nos auditions de ce jour en recevant plusieurs des autrices du rapport de la mission interministérielle sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité ou de pouvoir. Alors, je suis ravi d'accueillir Madame Christine Abrosinoff, administratrice de l'État, Madame Bariza Chiari, ancienne sénatrice et vice-présidente du Sénat, Madame Rachel Flore-Pardo, avocate du barreau de Paris, et le docteur Marie-France Oliéric, gynécologue obstétricienne, chef de pôle femmes mère-enfant du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Alors, comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Vous avez remis au gouvernement le 18 novembre dernier un rapport qui fait le triste constat que les VSS sous relation d'autorité et de pouvoir constituent encore un fléau, y compris dans le champ qui nous intéresse. Vous formulez plusieurs propositions dont nous souhaiterions discuter avec vous, notamment sur la coordination d'intimité, le conventionnement des chaînes avec l'ARCOM, la création d'un label pour les entreprises vertueuses, la conduite d'enquête de victimation, c'est pas facile. Pourtant, on est habitué à ce terme. La création d'une offre complémentaire au sein de la cellule du groupe Audience. Et j'en passe, il y a plein d'autres propositions sur lesquelles on va pouvoir parler. Alors, je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Ah bah ça tombe bien, voilà, on va laisser la présidente continuer. Voilà, nous en étions à je le jure. Bonjour, mes excuses pour le retard. Donc, si vous pouviez lever la main droite et dire « je le jure », micro allumé, s'il vous plaît. Bon, je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Du coup, je vous laisse la parole pour un propos liminaire, si vous le voulez bien, et puis ensuite on vous pose des questions. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, d'abord, je vous remercie pour cette audition devant la commission d'enquête. Et croyez-moi, nous sommes vraiment très heureuses de voir ce sujet pris à bras-le-corps par la représentation nationale. Sachez que l'intérêt et l'écoute ont été à la mesure de l'enjeu par les commissions, par les délégations parlementaires aux droits des femmes, autant du Sénat qu'à l'Assemblée. Et bien évidemment, les tristes péripéties devant les tribunaux et dans les médias nous montrent, s'il en était encore besoin, que le sujet est grave et qu'il méritait amplement cette commission d'enquête. Permettez-moi de vous présenter. Donc, vous avez présenté une partie de l'équipe. Je rajoute 2 personnes. Christine Caldera, qui est secrétaire générale de l'Association nationale des DRH, et Angéline Cauchy, qui est sportive de haut niveau et présidente de l'association Rebond. Voilà, ça fait l'équipe au complet. Alors, la lettre de mission a porté, évidemment, vous l'avez rappelé, sur l'état des lieux avec pour objectif d'établir des recommandations sur cet angle mort que sont les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité et de pouvoir, en excluant les mineurs, et portant sur plusieurs secteurs, dont la culture. La ministre de la Culture a été signataire de la lettre de mission. Alors, compte tenu de la situation politique, et ça a été évoqué suite à la dissolution, ça n'a pas été très facile pour nous. Quand tout cela a commencé à germer avec Madame Isabelle Rome, Madame Bérangère Couillard a défini le cadre de la mission, Madame Aurore Berger en a proposé un calendrier, et puis pour finalement une remise du rapport au gouvernement à Madame Salimassa qui venait juste d'être nommée. Donc nous avons eu 4... voilà. Alors, en introduction, je voudrais vous faire part d'une satisfaction. Le fait que nos auditions ont permis un petit bouger, mais un bouger quand même,
de la part d'administrations qui ont rapidement décliné des plans de lutte contre les VSS. Je veux parler du ministère de la Santé et du ministère des Armées. Alors, je souhaite également partager quelques convictions, voire quelques certitudes, autour de notions que je vais développer rapidement. Et ces notions sont pour partie très proches du questionnement qui est le vôtre: l'égalité, les mécanismes de domination et d'emprise, le pouvoir, le respect et son absence. Alors, l'égalité, à l'évidence, les inégalités créent un climat favorable aux violences sexistes et sexuelles. Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est participer à réduire ce fléau des VSS. Le combat a été long pour la parité, il est encore long pour la place des femmes dans les conseils d'administration, il a fallu légiférer. Tout ce qu'on a à dire, c'est continuons, car pour ma part, je considère que l'égalité est toujours un combat, et c'est un mot que j'emprunte à François Mitterrand. Oui, nous sommes persuadés, au terme de cette mission, que l'égalité réelle est un préalable nécessaire à une lutte efficace contre ces violences. Il s'agit de la question 5. Rachel Flor-Pardo, si vous le permettez, développera ce point. Vous questionnez les spécificités des violences dans le domaine du cinéma, spectacle vivant audiovisuel. Je retrouve des visages connus. Spectacle vivant audiovisuel. Marie-France Oliéric vous fera part des similitudes entre le secteur du sport, le secteur de la santé et celui de la culture. C'est votre question 2 et 3. Vous vous interrogez sur le lien entre les situations de précarité et de vulnérabilité et l'exposition au VSSA. Il est également prégnant, très prégnant même. Christine Abrosimov évoquera ce point, question 4, de même que la question sur les statistiques, question numéro 1. Je passe aux mécanismes de domination. Ils sont les mêmes dans tous les secteurs. Aucun n'est épargné. 1,4 million de femmes ont déclaré avoir subi des violences sexistes et sexuelles hors cadre familial en 2021. C'est juste un fléau. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire... Pardon, 1,4 million en 2021. Mais je pense que Christine a d'autres chiffres qu'elle pourra vous développer par la suite. Seulement 2% ont porté plainte. Cela interroge évidemment notre rapport à la justice. Rachel Flor-Pardo, avocate, reviendra sur le concept d'emprise, question numéro 7, et sa prise en compte par la justice, ainsi que l'impact après MeToo, question numéro 11. Marie-France Oliéric et Christine Abrosimov répondront à la question 8. Comment ces situations pourraient être mieux repérées et comprises? Pour ce qui concerne l'emprise, je veux me faire l'écho du témoignage de notre collègue Angélique Cauchy, sportive de haut niveau et membre de notre mission, qui a été violée de 12 à 14 ans par son entraîneur. Cet entraîneur, condamné à 18 ans de prison, est parvenu à mettre sous emprise l'enfant de 12 ans qu'elle était et d'autres jeunes filles sportives, d'une très jeune sportive. Elle raconte, à travers son livre, je cite le titre du livre, « Si un jour on te fait du mal », cette histoire glaçante et dissèque parfaitement les phénomènes d'emprise. Et là, j'ai un mot pour vous d'Angélique Cauchy, donc je vais vous le lire. Le moment de la prise de conscience, dit-elle, marque un tournant dans l'emprise. J'appelle cela la déprise. C'est le moment où l'on comprend que nous sommes en train de nous perdre et que nous devons reprendre le contrôle de notre vie. Il faut alors trouver les stratégies pour se défaire de l'emprise, pour reprendre son libre arbitre, sa liberté d'agir, sa liberté de penser, pour ne plus être qu'un objet manipulé par le dominant et, en somme, se sauver. C'est donc à nous, société, d'être capables à la fois de mettre en place un cadre sûr pour empêcher que les phénomènes d'emprise apparaissent, mais aussi de former et repérer les signaux faibles et les signaler pour protéger les victimes. Elle rajoute « Cette chaîne de protection est l'enjeu crucial pour lutter contre les violences répétées dues à une position d'autorité et de pouvoir, que l'on soit un enfant sur un plateau de tournage, un sportif dans un centre de formation, un adolescent dans un conservatoire. Il est fondamental de veiller à ce que personne n'ait trop de pouvoir sur une autre personne. »
Voilà, je clôt le passage que Angélique Cauchy vous adresse. Je passe maintenant au pouvoir. Il ne s'exerce pas uniquement quand il y a un lien de subordination ou des rapports hiérarchiques. Il se niche dans les partis politiques, bien évidemment, entre élus et militants, entre élus et administrés, surtout quand il s'agit de bastions détenus depuis longtemps, où l'on croit que tout est permis et où règne l'omerta et sa conséquence, l'impunité. Il se niche également dans les associations, fondations, dans le rapport au bénévolat gouvernance. Nous avons fait quelques recommandations en la matière et j'y reviendrai lors de nos échanges. Je passe au respect ou son absence. Ce point me semble extrêmement important. L'absence de respect vis-à-vis de l'autre, dans un cadre de travail, joue un rôle dans la montée de la violence dans la société. L'absence de respect général gangrène le corps social au moment où les questions de violence et de sécurité, supposées ou réelles, deviennent un élément important du débat public. Je suis heureuse que le terme « respect » fasse maintenant partie de la grammaire de l'Organisation internationale du travail. Ce que je retiens, après 70 auditions, 140 personnes interrogées, c'est que la société est malade. Et dans une société malade, il devient nécessaire de mettre des limites, voire, et je le regrette, codifier les rapports sociaux dans l'entreprise et dans les institutions. Je pense que cela participera de l'apaisement parce que le sexisme, qui est une marque de non-respect, est l'antichambre des violences faites le plus souvent aux femmes. Depuis 2017, beaucoup de choses ont été faites. Les acteurs de terrain s'accordent pour dire que le Grenelle sur les violences conjugales a permis des avancées majeures dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Rachel Flore pourra les rappeler, mais enfin, je pense que vous les avez en tête. Mais force est de constater qu'on est encore loin du compte. Christine Abrosimov fera un point sur l'efficacité et l'évaluation des politiques publiques, ainsi que sur les formations, vos questions 12 et 13. Et Marie-France Oliéric évoquera la portée du droit applicable aux 3 fonctions publiques, État, hospitalière et territoriale, plus les statuts militaires, question numéro 9. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, il s'agissait pour nous d'identifier les mécanismes à l'œuvre dans les relations d'autorité et de pouvoir à travers une matrice, prévenir, accompagner, repérer, sanctionner. Cette matrice nous a guidés tout au long des auditions et nous a permis de faire des recommandations pragmatiques sur chacun des items. Nous en avons fait une quarantaine, dont 15 prioritaires dans le monde du travail et une dizaine dans des domaines particuliers de la santé, de la culture, du sport, des institutions politiques. Toutes ces recommandations et celles que votre commission ne manquera pas de faire devraient permettre de mieux éclairer la puissance publique sur les politiques à mettre en œuvre et je pense que c'est vraiment le préalable à l'action. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Qui enchaîne, Madame Abrosimov? Vas-y, Anne. Madame la Présidente, merci pour cet accueil. C'est bon? Oui. Mesdames et Messieurs les députés, merci pour votre écoute, pour votre présence. Votre première question, qui était également notre première question, est sur la connaissance, le chiffrage, la connaissance des phénomènes de violence sexistes et sexuelles. Vous nous questionnez sur les statistiques concernant les violences dans les domaines entrant dans le champ de compétences de votre mission. La réponse jusqu'à la semaine dernière était non dans le domaine de la culture. Mais nous avons pris connaissance d'une enquête ciblée produite par la Société civile des auteurs multimédia, réalisée en juillet et diffusée la semaine dernière, qui donne un éclairage particulier sur les professions, sur les métiers des auteurs et autrices multimédia. À part ces données, il n'y a pas de données spécifiques sur la culture et nous en profitons pour signaler ce que nous avons pu faire, constater, argumenter en matière d'approfondissement de la connaissance. Nous avons des enquêtes larges de victimation sur le ressenti de violences sexistes et sexuelles. Il s'agit des enquêtes annuelles du ministère de l'Intérieur, du service statistique du ministère
service statistique du ministère de l'Intérieur, que vous avez peut-être auditionné. Sa dernière publication date du 15 novembre. C'était hors période de revue de la mission, puisque nous avions bouclé notre rapport fin octobre. Cela montre qu'il y a non pas près de 1,4 million, mais plus de 1,4 million personnes qui se sentent victimes de violences sexistes et sexuelles en dehors du cadre conjugal. C'est développé dans notre rapport, vous l'avez certainement dans vos tablettes. Ces chiffres sont développés dans le rapport, bien sûr, même s'il s'agit de l'enquête de l'année précédente. Ça, c'est l'enquête la plus stable, la plus générale et annuelle. Nous avons des données administratives, des données de gestion des forces de l'ordre, gendarmerie et police sur l'enregistrement des dépôts de plaintes. Et on passe de 1,4 million à 84 000 victimes de violences sexistes, de violences sexuelles, en dehors du cadre familial ou conjugal, qui ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie, contre 40 000 en 2016, une croissance très forte. Vous voyez le gap entre, Barysa a parlé des 2%, on retrouve à peu près, ce sont des sources différentes bien sûr, mais on retrouve à peu près ce gap entre le ressenti de la violence et l'acte de dépôt. Nous avons également une enquête tout à fait intéressante qui provient d'Eurostat et de nos amis européens. L'enquête Genèse dans le monde du travail qui a été produite en 2021 et qui fait un zoom sur les situations de violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. C'est très intéressant. Cela montre l'ampleur du ressenti sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. Les résultats sont dans notre rapport concernant je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, mais ils sont tous publiés. C'est une enquête qui date de 2021. Pardonnez-moi. Sinon, nous avons des enquêtes sectorielles à l'initiative d'associations ou de fondations. La première d'entre elles, l'association présidée par Marie-France Héléric sur la santé, qui donne des éclairages particuliers sur la santé. Nous avons aussi des enquêtes sectorielles ponctuelles dans le domaine politique, par l'association des élus locaux, qui donne des éclairages tout à fait particuliers. Mais un bémol, sur l'ensemble de ce panorama, ce n'est pas satisfaisant. Il y a un manque d'approche régulière, un manque d'approche complète, un manque de concepts harmonisés sur ces violences sexistes et sexuelles, et une connaissance des VSS lacunaire en France par rapport aux autres pays. Donc, nous en avons déduit, avec ces constats, ces arguments, deux recommandations pour une meilleure connaissance. 1. Pérenniser et spécialiser les enquêtes de victimation en lien avec les violences sexistes et sexuelles, donc qui sont produites par le ministère de l'Intérieur, et les spécialiser pour que l'on puisse avoir des zooms par secteur avec les mêmes définitions, la même harmonie. Première recommandation. Et deuxième recommandation, reconduire cette enquête jeunesse sur les violences sexistes ou sexuelles qui a le mérite de parcourir tout le monde du travail, d'être harmonisée au niveau européen et qui date de 2021. Donc nous recommandons, malheureusement c'est une recommandation à dominante budgétaire, c'est bien pour notre budget national que pour les fonds européens, que cette enquête soit reconduite en 2025. Merci beaucoup. Qui souhaite prendre la suite, Madame Oliric? Madame Abreu-Simov, il faudrait que vous éteigniez votre micro. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci pour cette opportunité de nous exprimer. Je vais tenter de répondre à vos questions 2 et 3. Donc, force est de constater qu'il existe des similitudes dans les domaines de la culture, de la santé et du sport, d'une part, et des similitudes avec le monde de la politique, d'autre part. Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve un petit peu les mêmes risques et la même image du corps dans la santé, dans le cinéma ou dans le sport? Déjà, c'est la banalisation du corps. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le sport, dans le cinéma ou dans la santé. Le corps
et également un outil de travail, un instrument de travail avec beaucoup de notions telles que le dépassement de soi, de son propre corps et du corps des autres, et les difficultés imposées au corps à type d'épreuve qu'on retrouve dans ces 3 domaines. Donc la banalisation de celui-ci et le rapport au corps d'une part, et ensuite dans des situations jugées à risque. On retrouve au cours des auditions des situations qui sont particulières au monde du cinéma, du sport et de la santé, les déplacements, les partages de chambres d'hôtel, les vestiaires qui sont souvent mixtes, le travail de nuit, des équipes parfois restreintes et une proximité des corps et des personnes. Par rapport au monde politique que j'ajoute au monde du cinéma, du sport et de la santé, il y a également la notion de la notoriété de ceux qui sont en position d'autorité, la notoriété et au-delà de ça, l'aura protectrice de ceux qui sont en position d'autorité et qu'on juge comme intouchables, peur des représailles. C'est ce qui transparaît dans ces différents domaines. Ensuite, sur la question 3, je dirais que c'est là que l'emprise trouve tout son sens. Au-delà de la banalisation du corps comme outil de travail, du vieillissement de celui-ci, il y a le caractère vulnérable et dépendant des personnes face aux positions d'autorité, de pouvoir et au-delà de l'emprise. C'est des milieux, notamment dans le sport et dans le cinéma, qui sont connus comme sélectifs. On a peur de se faire écarter, on a peur d'être moins compétent et finalement, il y a une sensation, un sentiment d'acceptation, un peu comme un bizutage où tout le monde a conscience de ce qui se passe, que personne ne fait rien et que finalement, pour pouvoir poursuivre dans ce domaine-là, on est obligé d'accepter. Ensuite, il y a le versant psychologique et le versant physique. Il y a des violences effectivement physiques et il y a un continuum qui peut coexister, c'est-à-dire qu'on peut avoir des violences physiques qui finalement basculent comme des violences psychologiques ou l'inverse, ou coexister. Finalement, dans ces domaines-là, il y a un sentiment de ne pas avoir le choix, je dirais au-delà du sentiment de ne pas avoir le choix, la certitude de se dire que si on n'est pas dans le moule, on ne peut pas rester dans ce domaine. Et c'est vraiment ce qui relie ces domaines. On a rajouté la politique par rapport à la position d'emprise, mais vraiment cinéma, sport et santé par rapport à la relation au corps, c'est ce qui était très prégnant. Merci. Merci beaucoup, Madame Pardo. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur, merci Mesdames, Messieurs les députés de l'intérêt que vous portez à ces enjeux-là, et je suis intimement convaincue de l'importance de la mission de la commission d'enquête que vous conduisez ici. Alors, sur les questions 4 et 5 auxquelles je vais répondre en même temps, vous nous interrogez sur l'impact des situations de précarité, de vulnérabilité et plus largement des questions peut-être d'inégalité sur la création d'un risque, d'une exposition plus accrue aux violences sexistes et sexuelles, et en ce qui nous concerne notamment aux violences sexistes et sexuelles sous rapport d'autorité et de pouvoir. Eh bien, la mission a été l'occasion de mettre en lumière, comme ça l'a déjà été, combien les situations de précarité et de vulnérabilité plus largement créent en effet un terrain propice à la commission de violences sexistes et sexuelles. En réalité, et ça a été très bien rappelé à l'instant par Marie-France Olyric, il y a toute une série de conditions professionnelles, de conditions d'exercice d'un travail qui exposent davantage à ces risques-là. On a parlé à l'instant du travail de nuit, du travail loin de chez soi, et plus largement aussi les contrats précaires, la situation de stagiaire ou d'apprenti. Toutes ces situations de précarité exposent davantage au fait d'être victime de violences sexistes ou sexuelles. Et naturellement, et vous le savez, la mission a aussi relevé de nombreuses situations de précarité dans la culture, du fait des particularités des recrutements, de la précarité des carrières au sens large, qui sont autant de facteurs de risque accrus pour ce domaine-là. Mais plus largement, l'enjeu de la mission a été de mettre en lumière l'impact de ces rapports d'autorité et de pouvoir, et de plus largement des rapports encore trop déséquilibrés entre les femmes et les hommes sur la création d'un terrain propice à la commission de violences sexistes et sexuelles. Si on a voulu les mettre en lumière, c'est pour mieux prévenir ces violences-là. Parce qu'il est quelque chose qui nous apparaît évident, c'est que
à chaque fois qu'il y a un rapport de pouvoir ou d'autorité, il est susceptible pour la personne qui est dans la position dominante d'en abuser et d'imposer à l'autre, dans cet abus, des violences sexistes ou sexuelles. Et on tenait à mettre aussi en lumière que le rapport d'autorité de pouvoir se retrouve absolument à tous les niveaux. Alors évidemment, on en parle souvent dans les médias. Il y a les stars mondialement connues. Mais ce n'est pas que les stars mondialement connues, y compris dans le milieu de la sculpture. Et parfois, on a tendance peut-être à oublier que des personnes qui ne sont pas à ce niveau de notoriété-là sont susceptibles pour autant d'avoir un pouvoir dont ils peuvent abuser. Et donc, on appelle à la plus grande vigilance de tous les acteurs à absolument tous les niveaux de notoriété et de responsabilité. Parce que oui, la notion de pouvoir est quelque chose d'intrinsèquement relatif. On a du pouvoir dans une situation donnée par rapport à quelqu'un d'autre. Et si cette mission a un intérêt, c'est aussi la volonté d'interroger chacun, de pousser chacun à s'interroger sur l'utilisation qu'il fait de son pouvoir et sur l'usage que font les personnes qui l'entourent de ce pouvoir. Parce que oui, nous pouvons toutes et tous être témoins de situations de violences sexistes et sexuelles et nous pouvons tous, toutes et tous, agir pour parfois y mettre un terme. Donc, face à cela, nous listons toute une série de recommandations qui visent en réalité à la fois à accentuer, à aller davantage vers l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que, oui, il faut le dire, les hommes sont plus souvent, encore très largement, dans des positions de domination que les femmes. Et donc, il faut absolument, si on veut créer un terrain qui soit moins propice et lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, il nous faut absolument œuvrer pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pour ça que nous portons dans nos recommandations la volonté d'avoir davantage de contrôle de l'application, notamment des lois du 24 décembre 2021 et du 19 juillet 2023, qui sont chacune relatives à l'égalité professionnelle, que ce soit dans le milieu privé ou dans le milieu de la fonction publique. Ce que nous voulons aussi, c'est mieux armer chacun. Je parlais à l'instant du rôle des témoins, à être formés pour être en capacité de détecter des situations anormales, des situations notamment d'emprise. L'enjeu est de former, d'éduquer à la fois tous ceux qui sont encore en jeune âge, donc qui sortent de l'université ou qui entrent à l'université. L'enjeu est aussi, évidemment, d'imposer à la formation de tous les adultes qui sont déjà dans l'univers professionnel. C'est le sens de ce label « Agir contre les violences sexistes et sexuelles » que nous proposons. C'est le sens aussi de la volonté d'étendre les conditionnalités des aides publiques dans tous les secteurs à la mise en œuvre effective de mesures de prévention de violences sexistes et sexuelles. Et enfin, on insiste également sur notre volonté de former davantage tous les professionnels qui ont vocation à intervenir. On pense évidemment aux professionnels de santé, mais aussi à tous les professionnels de la justice, aux membres des forces de l'ordre. Voilà pour cette question. Je vous remercie pour cette première prise de parole et merci pour vos travaux qui, en effet, entrent beaucoup en résonance avec les travaux que nous menons actuellement sur le monde de la culture. Il y a quand même une différence et je réagis à votre propos, Madame Oliéric, sur le monde de la culture, peut-être avec les autres milieux que vous avez cités, le sport et la politique, le sport et la santé, pardon. Ouais. Parce qu'en fait, une des choses frappantes dans le monde de la culture, c'est à quel point il y a une multitude d'employeurs, une multitude de situations, et qu'en fait, ce sont des relations de travail extrêmement courtes, avec des équipes qui se reforment en permanence. Et donc, parce que dans le sport, il y a une fédération, il y a un entraîneur, il y a un sport que l'on pratique. Ça ne veut pas dire qu'on va dans différents stades et que donc on n'est pas exposé, mais quand même, il y a une forme de permanence, en quelque sorte, dans la relation, ce qui n'est pas le cas de la culture et ce qui semble quand même une complexité supplémentaire, parce que pour des personnes, elles ont un temps très court, en réalité, pour dénoncer si elles souhaitent dénoncer. Et puis, dès que le film est terminé, ou dès que le tournage est terminé, en fait, le collectif qui a constitué le film, avec tous les rapports hiérarchiques et de responsabilité, disparaît. Et de fait, en fait, il faut reformer un autre collectif derrière. Et même les personnes qui sont agresseuses, qui se rendent coupables de faits de violence, eh bien, eux-mêmes bénéficient en fait de ce caractère extraordinairement flexible, malléable et je ne sais pas comment le dire, mais éphémère en fait de la relation. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre commission et si vous... Oui.
Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qui est ressorti de nos auditions avec Audience, avec l'ARCOM. C'était le caractère éphémère, le fait qu'en fait, il y ait un temps de tournage et que le temps que la personne se rende compte qu'il se passait quelque chose, finalement, elle était sur autre chose. Et après, elle passe à autre chose, elle veut pas en reparler. Mais ça se retrouve aussi dans le sport avec les saisons et ça se retrouve aussi dans la santé avec les études. On change tous les 6 mois de stage. Et finalement, c'est exactement ça. Et en fait, on passe dans un autre stage, dans un autre tournage et du coup, on ne le dit pas. Et c'est le caractère précaire de ces emplois qui fait que finalement, on ne le dit pas parce qu'on est passé à autre chose. Et alors après, il y a probablement une envie d'oublier et de ne pas vouloir retourner sur ces lieux-là. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est un facteur de risque supplémentaire. Et si je peux me permettre de compléter, dans les propositions que nous portons, nous voulons répondre à cette difficulté temporelle, ces besoins parfois de mise sous protection en urgence. C'est le sens de la proposition que nous portons qui vise à étendre la possibilité de solliciter des ordonnances de protection hors cadre conjugal qui pourraient notamment avoir du sens dans ces cadres-là. Vous pouvez développer un peu ce point-là, s'il vous plaît? Yes. Absolument. En fait, d'une façon générale, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis 2017, beaucoup a été fait sur la question des violences intrafamiliales et il y a notamment cet exemple qui est celui des ordonnances de protection, mais il y a aussi la question des pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales dont on s'inspire pour aussi porter une proposition qui vise à permettre aux juges d'être dans les affaires qui s'y prêtent, à la fois compétents dans le domaine pénal et prud'homal, notamment dans le cadre de violences sexistes ou sexuelles commises sur le lieu de travail. S'agissant de l'ordonnance de protection, l'enjeu est de permettre à celles et ceux qui le souhaiteraient, qui s'estimeraient en danger, d'obliger la justice à se prononcer dans un délai contraint sur une éventuelle mise à l'écart d'un potentiel agresseur, de quelqu'un qui serait mis en cause. Et l'enjeu, c'est de permettre aux juges judiciaires de se prononcer. Parce qu'on voit, en fait, l'intérêt de cette mission, c'était aussi d'étudier ce qui se passe dans différents secteurs. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce moment où il y a la dénonciation des faits, le temps entre la dénonciation des faits et le moment où la justice passe, eh bien, dans ce laps de temps, tout le monde tâtonne à trouver des solutions sur comment on concilie deux principes que nous considérons fondamentaux, c'est-à-dire à la fois le respect de la présomption d'innocence, mais aussi le respect qu'on accorde à la parole de ceux qui dénoncent les faits et évidemment la protection de chacun. Et on a trouvé que dans ce moment-là, il fallait à la fois accompagner davantage toutes les commissions d'enquête qui pourraient se créer, et c'est pour ça que nous proposons aussi une formation, un institut de formation de ces instituts d'enquête et de formation dédiés aux violences sexistes et sexuelles, mais aussi on aimerait que lorsque la personne le souhaite, elle soit en capacité de saisir un magistrat qui puisse, dans un délai contraint, eh bien, éventuellement décider d'une mise à l'écart, d'un éloignement, et après, à l'employeur d'appliquer cette décision de justice ou éventuellement à la personne responsable, je pense au milieu peut-être du cinéma, responsable du tournage. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre travail remarquable qui soulève à peu près le sujet qu'on a, c'est-à-dire la question domination, pouvoir. Alors vous mettez un peu de côté la notoriété, je pense que vous avez raison, parce qu'on l'a vu, et Madame la Présidente l'a rappelé, il y a des gens qui, sans notoriété, ont du pouvoir et peuvent abuser. Moi, je rebondis, et ça tombe bien parce que c'était un des sujets, on se rend compte que dans ce pôle-là que vous avez défini, prévenir, accompagner et réparer, le dernier point sanctionné, il y a la question, et vous l'avez dit, c'est la question de l'accompagnement et de la protection de la victime. On a bien vu que dans le cas du cinéma, et Madame la rapporteure l'a rappelé aussi, vous avez des temps courts où des gens sont des auteurs et puis ne sont plus en contact parfois très vite, mais parfois ils peuvent le rester. Et ce que vient de dire Rachel Flor-Pardo est assez juste, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des enquêtes administratives qui sont obligatoires dans le cadre du Code du travail. On s'aperçoit que ces enquêtes administratives ne sont pas tellement cadrées. C'est un peu le flou complet et ça pose un certain nombre de problèmes. On l'a vu dans la protection de l'écosystème autour de la victime. C'est-à-dire que quand vous avez une victime et un auteur, enfin une victime qui dénonce un auteur sur un film, si cette personne ne dépose pas plainte, vous voyez que l'assurance, par exemple, ne va pas fonctionner. Donc ça encourage personne ni à se protéger, ni à porter plainte. Et on voit les chiffres que vous notez, 2% de plaintes sur 1,4 million de personnes, 80
84 000 personnes qui ont porté plainte, on a là aussi un vrai sujet. Et donc, je rebondis sur cette question qui me semble intéressante de cette protection et de cette ordonnance de protection. Elle pourrait, par exemple, être celle qui aussi déclenche les assurances. Ça pourrait être aussi une solution, puisque la justice tranchant, c'est pas la même chose. Et la justice prend cette mesure à titre conservatoire. Quand une ordonnance de protection, ce n'est pas une condamnation. On protège la personne victime. Donc là-dessus, moi, je trouve que ça va extrêmement dans le bon sens. Est-ce que sur ma première remarque sur les enquêtes, est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a quelque chose à faire? Parce que nous, ce qu'on découvre, c'est que ces enquêtes sont parfois ni faites ni à faire. Elles ne sont pas toujours rigoureuses et elles n'ont pas un cadre légal. Enfin, elles ne sont pas définies dans le Code du travail. Dans le Code du travail, on dit qu'il faut faire une enquête. On ne dit pas ni comment, ni dans quel délai, ni de quelle façon. Est-ce que vous pensez que les législateurs que nous sommes, pourraient avancer sur cette question de l'enquête? Et j'aurai plein d'autres questions après, évidemment. Qui souhaite répondre? Madame Abou-Simon. Oui, les enquêtes sont prévues, cadrées par le Code du travail. Elles sont également prévues, cadrées par la fonction publique. En socle législatif, ça existe, mais surtout en pratique et en guide. Et on a pu s'appuyer de manière tout à fait intéressante sur les travaux de la fonction publique des différents départements ministériels qui ont établi un guide sur la formation des différents responsables, RH, managers, partenaires sociaux, services de médecine de prévention, le guide sur la formation en matière de VSS. Et récemment, les ministères ont établi un marché interministériel sur les différents volets des violences sexistes et sexuelles, sur les différents modules de formation, la formation des référents, la formation des managers, la formation à la conduite d'enquête, qui sont des modules prévus par ce marché interministériel pour ceux qui ne le pratiquent pas et ceux qui voudraient progresser sur ce sujet-là. Donc, le sujet existe, il est sur la table. Je ne sais pas si dans cette matière, le niveau de la loi est nécessaire. Mais par contre, tout ce qui peut encourager la formation peut tout à fait ressortir de la loi. Dans le corps médical, le Code de la santé publique ne prévoit pas de formation obligatoire sur les VSS. On pourrait tout à fait injecter dans le Code de la santé publique une obligation de formation. C'est un exemple. Monsieur le rapporteur, et après, j'enchaîne sur une question. Oui, je rebondis parce que votre réponse montre bien que dans le cadre de la fonction publique, c'est plus encadré que dans le monde privé. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que dans le cadre de la fonction publique, sur la formation sur ces sujets-là, il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, sont du niveau réglementaire pour la plupart. Et quand je disais que nous, législateurs, on peut aussi, dans le cadre d'un rapport, proposer plutôt la mise en place d'un certain nombre de décrets. Mais j'ai quand même l'impression que dans le monde privé, et on le voit dans nos exemples et on le voit dans un certain nombre de sujets où il y a eu des crises et on voit que les enquêtes, elles n'ont pas été toujours faites de façon tout à fait soit cohérente, ni pertinente, ni efficace. Donc comment on essaye de donner justement, le mot, je trouve qu'il est parfait, c'est un cadre. Comment on encadre ces commissions d'enquête? Madame Olliéric. Alors vous avez raison, dans les textes, c'est cadré. On a les accords relatifs de 2013, de 2018, il y a la loi de transformation de la fonction publique et puis il y a la loi du 19 juillet 2023, c'est cadré. Dans les faits, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, vous l'avez très bien dit, il y a la loi, il y a les enquêtes judiciaires et normalement il y a l'enquête administrative. En réalité, soit elles sont pas faites, soit elles sont mal faites. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on dit on va attendre l'enquête judiciaire, donc on laisse la victime avec l'auteur, et ça c'est dans tous les milieux en fait. Pire, on bouge la victime, ce qui fait qu'en fait il y a double peine. Et en fait, ces enquêtes sont mal faites parce que les gens ne sont pas formés. Dans la loi, on a beau dire qu'il y a des plans égalité, qu'il y a des référents égalité, qu'il faut avoir des cellules de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En réalité, il y a souvent des coquilles vides, en fait. Et ça c'est aussi bien dans le public que dans le privé, en fait. Donc, il y a un cadre, mais qui est largement insuffisant en pratique.
Moi, je voudrais revenir sur la question du pouvoir, parce que, évidemment, c'est une question centrale dans l'exposition au risque de violences sexistes et sexuelles. On a été très frappés. Hier, il y a eu une audition beaucoup plus longue que prévu avec des artistes, des actrices qui ont des noms dans le milieu et qui, pour autant, décrivaient une série de violences auxquelles elles ont été confrontées qui vraiment défient l'entendement, quoi. Pour des actrices, encore une fois, qui ont du pouvoir, elles, dans le milieu. Et donc, la question, parce qu'il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place, et ça, monsieur le rapporteur en parlait, il y a tout un tas de dispositifs. Mais en fait, ils sont pour l'instant relativement inefficaces, si ce n'est totalement inefficaces. Voilà. Et donc, la question, c'est comment fait-on pour changer quelque chose qui semble être quand même à la racine de l'acte de création, en tous les cas présenté comme tel. Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour limiter le pouvoir? Parce qu'on a vu qu'à la tête de festival, il y avait des personnes qui avaient des mandats à vie, par exemple, pour lesquels il n'y a aucune espèce de contre-pouvoir. Est-ce que ça, vous l'avez vu dans d'autres secteurs? Et si oui, que proposez-vous dans votre rapport? Pour limiter la question du pouvoir, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de la formation, c'est-à-dire aussi aux personnes qui entourent, peut-être à tirer la sonnette d'alarme quand ils sont témoins de situations anormales. Et pour ça, encore faut-il qu'on dise qu'est-ce que c'est qu'une situation anormale, parce que je crois que collectivement, on a échoué à nous transmettre les limites qu'on est en capacité d'accepter ou de refuser. Il y a aussi, évidemment, et ça rejoint en fait la question qui vient d'être posée, c'est la question de la sanction. En réalité, comment est-ce qu'en fait, une personne qui abuse de son pouvoir, qui utilise son pouvoir sans limite, eh bien, va se voir retirer ce pouvoir-là, c'est-à-dire sanctionner pour les faits qu'elle a commis. Eh bien, en réalité, c'est à la fois la question de la sanction administrative ou disciplinaire qui peut intervenir en dehors d'une sanction pénale ou judiciaire et qui pourrait être le fruit d'une enquête interne ou externe, en tout cas d'une enquête ad hoc. Encore faut-il qu'elle soit conduite convenablement, c'est-à-dire qu'elle respecte à la fois des principes d'équité et d'efficacité. Et c'est pour ça que, et c'est un peu le sens de ce que vous exposez Marie-France Oléric à l'instant, c'est pour ça qu'on est favorable à ce qu'un organisme indépendant soit en capacité de certifier ces entreprises qui ont fait en réalité une sorte de business de la formation, de la prévention aux violences sexistes et sexuelles et de la conduite de ces enquêtes-là. Et aussi qu'il y ait un cahier des charges qui soit détaillé pour guider chacun dans la conduite de ces enquêtes-là. Mais la question qui se pose, c'est, vous parlez du niveau législatif, est-ce que le niveau législatif est nécessaire ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Madame Chiari, vous aviez demandé. Vous pouvez éteindre votre micro, madame, pardon. Oui, je voulais compléter ce que vient de dire Rachel Flore. Effectivement, sur la formation, il y a toute la question d'un marché. Et il y a de l'argent à se faire en ce moment, parce que ce n'est pas cadré, et avec des compétences qui manquent, à l'évidence. Donc, la notion de certification, elle est pour nous très importante, d'autant que, dans notre rapport, on conditionne les aides. Il y a un conditionnement des aides et on va jusqu'à conditionner les aides aux partis politiques. Parce qu'il y a des conditionnalités d'aide pour la parité. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas pour ce fléau et qui pourrait être géré par le bureau des assemblées. On pourrait reprendre une partie et puis que les partis politiques viennent devant les bureaux des assemblées pour dire voilà ce que nous faisons en formation continue, voilà ce que nous faisons quand il y a des congrès, quand il y a des grandes manifestations, etc. Donc il y a toute cette question de la conditionnalité des aides. À partir du moment où il y a une conditionnalité, les choses sont plus faciles, parce que quand on touche à l'argent, on touche au portefeuille, les choses s'enclenchent plus facilement. Et il y a tout ce marché florissant de la formation en ce moment sur toutes ces questions qui n'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Monsieur le rapporteur, est-ce qu'il y a des questions dans la salle après? Ok, monsieur le rapporteur. Moi, cette question de la certification, j'y vois un intérêt, parce qu'il y a la question des enquêtes, comme on l'a dit, mais il y a aussi la question, et vous l'avez dit, de la formation. Et ça rejoint ma question, c'est sur le prévenir de vos 4 blocs. Et le prévenir me semble être extrêmement important, et c'est la base de ce qui viendra après. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais là-dessus, j'ai quand même une interrogation à vous poser, c'est sur le degré de prise de conscience
et de prise de conscience un peu culturelle de notre société sur ce sujet. Moi, je suis très frappé qu'en réalité, on a des effets rebonds sur ces questions. Je crois que dans les années 2000, il y avait eu tout un sujet sur les salles de garde dans les hôpitaux. On en avait beaucoup parlé. On avait parlé d'exemples de choses qui se passaient, de droits de cuissage, etc. Dans le cinéma, sauf erreur de ma part, c'est aussi dans les années 2000 que Maria Schneider fait la dénonciation du film de Bertolucci. Ensuite, on a Adèle Haenel quelques années plus tard. Ensuite, on a un certain... Enfin, vous voyez, on a à chaque fois des effets rebonds. On dit on va avancer. Et puis, vous l'avez dit aussi, le Grenelle des violences a fait un travail qui a été... Vous remarquez qu'il y a des choses qui ont été avancées. On a changé nos lois. Mais est-ce que culturellement, on y est encore? Et ça, je crois que c'est une vraie question, c'est-à-dire que est-ce que sur les bases de notre société, nous sommes suffisamment, alors nous, autour de cette table, je pense que oui, mais est-ce que la société est suffisamment acculturée à cette question des violences sexistes et sexuelles? Madame Oudéric. Alors, c'est intéressant parce que la réponse à ma question d'après, c'était l'acculturation. Il y a toute une acculturation qui se passe par soubresaut, et vous l'avez très bien dit, de temps en temps, il y a quelque chose. Il y a un hashtag MeToo, médias, santé, puis après ça repasse en fait. Et finalement, tout le monde reprend sa vie d'avant et on s'habitue à tout. On s'habitue aux fresques de salle de garde, on les regarde plus, et je pense qu'on s'habitue aux droits de cuissage. Et c'est ce sur quoi il faut lutter à deux niveaux. Je dirais la prévention primaire et la prévention secondaire, mais ça doit être ma déformation de médecin. La prévention primaire, c'est former tout le temps, toutes aux étapes de la vie, et puis en fait se servir de tout moyen, de tout levier pour que ces futures personnes deviennent ni des futures victimes ni des futures agressées. Et ensuite, il y a la prévention secondaire qui doit passer par la sanction. Les gens qui sont en poste, le stock, eux, il faut changer leur culture. Il sera probablement plus facile de changer la culture des petits qui deviendront grands demain parce que eux, ils ont d'autres demandes et ils réclameront autre chose que ceux qui sont en poste. Et c'est contre ceux-ci qu'il faut lutter. Et c'est très difficile parce qu'il faut lutter comme s'il fallait plusieurs saisons de rappel et de se dire que tous les ans, on y retourne, en fait. Et la formation... Un vaccin contre le sexisme. Un vaccin contre les violences. Mais il faut beaucoup de piqûres de rappel, en fait. Et vous l'avez très bien dit sur la formation. On doit former des gens qui sont en position de pouvoir, mais je crois qu'il faut former tout le monde parce que les lanceurs d'alerte sont tout aussi importants que les victimes. Merci Madame Legrain. Ah pardon, vous vouliez compléter, allez-y, compléter et après... Ajouter quelque chose. Oui, la question du stock et du flux est importante. C'est plus facile. Non, mais c'est... voilà, oui. Non, mais ça parle au moins. Et moi, je pense que tant qu'on ne fera pas la publication, de la publicité sur ces actes répréhensibles, on s'en sortira pas. Et là, il y a beaucoup d'hésitation pour afficher des choses, pour publier des choses. Donc ça, je pense que la publication de ces actes répréhensibles, si on ne les fait pas, et s'il n'y a pas quelque part, parce que c'est culturel, hein, s'il n'y a pas l'apprentissage de la culture du respect dans les petites classes, comme ça se passe dans les pays nordiques, je pense que on ne va pas attendre dans 10 ans, on y est adulte. encore. Non, il va falloir qu'on agisse avant. Alors, Monsieur Pourriamir, je peux simplement me permettre de compléter une seconde sur rapidement, la question. Oui, rapidement. On parlait à l'instant de la question de la culture et il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé et c'est important pour moi comme je suis avocate, mais c'est la question de la justice et peut-être aussi la question de la culture de l'impunité. On a parlé des taux de dépôt de plainte qui sont seulement à 2% sur les 1,4 million de victimes que nous avons évoquées. Évidemment, ce n'est pas sans lien avec le taux de classement sans suite qui est aujourd'hui bien trop élevé. Pendant des années, la justice n'a pas été armée pour connaître des faits de violences sexistes et sexuelles. La confiance des victimes de violences sexistes et sexuelles en la justice est donc abîmée. Il nous faut la réparer. C'est pour cela que nous demandons à ce que davantage d'outils soient donnés à la justice pour prendre en charge la spécificité de ces cas-là. Et se pose notamment la question de l'accès à la justice. Parce que ce qui est déterminant, ce qu'on veut vraiment baisser le taux de classement sans suite, c'est de réduire le délai entre le moment où les faits ont lieu et le moment où la justice est saisie. Alors,
comment on accompagne celles et ceux qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles à la saisine plus rapide de la justice. Je crois qu'il y a un sujet financier et je crois que c'est important d'en dire un mot. Il y a la question de l'aide juridictionnelle qui doit être ouverte dès le dépôt de plainte. Il y a la question aussi de comment on embarque, et ça a été évoqué, les mutuelles, les assurances, pour qu'elles couvrent mieux les frais qui sont impliqués par la prise en charge de violences sexistes et sexuelles et des actions judiciaires. Et il y a aussi la question qu'on a trop longtemps oubliée et occultée, la question des experts, psychologues et psychiatres. Parce que les experts, psychologues et psychiatres, ce sont ceux qui vont permettre derrière de chiffrer les éventuels dommages et intérêts. Or, aujourd'hui, il y a un aléa qui est bien trop important dans l'allocation de ces dommages et intérêts, et c'est absolument déterminant qu'ils soient mieux formés. C'est un scandale de la justice actuelle. Monsieur Pouriat-Mirchay, après Madame Berger. Monsieur Pouriat-Mirchay. Oui, alors, Madame Pardo, vous venez de répondre en plus, pour l'essentiel, à une question que j'avais posée sur la justice. Moi j'ai parcouru, en tout cas, j'ai vu les recommandations, les 15 prioritaires. Alors, je vais être peut-être à côté du sujet, j'espère que non, mais j'ai rien vu qui aborde, puisqu'on parle des questions de pouvoir, la question de l'éducation dès le plus jeune âge, de ce rapport au pouvoir. Dans les différentes auditions qu'on a effectuées, la question de l'agression sur mineurs était assez présente. Et je me suis demandé si c'était pour vous pas abordé pour des raisons de feuille de route initiale, ou est-ce que ça a fait l'objet d'annexes, autre chose, ça j'ai pas vu. Et le deuxième sujet, et la deuxième question, vous avez parlé à un moment donné d'étendre les capacités, en tout cas la visibilité de l'ARCOM dans ses sanctions. J'ai rien vu sur la publicité en tant que telle, qui véhicule dans toutes ses symboliques à la fois le virilisme brutal et dominateur, ou le corps sexualisé de la femme en permanence, qui sont quand même à la source de tous les imaginaires violents, banalisés, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu des recommandations spécifiques sur ce sujet-là? Madame Berger, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Déjà, ça me donne l'occasion de vous remercier publiquement, puisqu'on avait été plusieurs membres du gouvernement à lancer cette mission. Je crois que c'est d'ailleurs assez inédit qu'il y ait autant de membres du gouvernement qui se soient alliés pour que cette mission existe. Mais surtout, merci à vous pour le travail très pluridisciplinaire mais très complémentaire que vous avez réalisé et qui est en effet complémentaire de cette commission d'enquête. Moi, à chaque fois, j'ai toujours une obsession, puisqu'on est dans une commission d'enquête parlementaire, c'est quelles seraient justement les évolutions législatives qui pourraient être nécessaires. Donc moi, je reviendrai plutôt sur vos propositions dans le domaine judiciaire, notamment la question en effet des pôles spécialisés, puisque c'est une construction très récente, la question des pôles spécialisés sur les violences sexuelles, violences intrafamiliales. Je comprends que vous voudriez créer de nouveaux pôles spécialisés. Est-ce que c'est pourquoi de nouveaux pôles plutôt que l'extension des pôles existants pour qu'ils appréhendent peut-être l'intégralité finalement de la question des violences sexuelles, qu'elles soient intrafamiliales ou qu'elles soient hors du cadre familial. C'est le premier point. Vous avez répondu sur la question de l'aide juridictionnelle. Je crois qu'en effet, ça peut être un frein assez déterminant pour un certain nombre de victimes pour se faire connaître et avoir les capacités tout simplement à rester en justice et puis à pouvoir tenir sur des périodes qui sont quand même souvent extrêmement longues. Est-ce que du coup, du point de vue d'avocat, il y aurait d'autres choses à améliorer dans la prise en compte justement de ce parcours judiciaire? Un point qui me paraît aussi très important dans le rapport à la justice, c'est que vous préconisez le fait qu'à partir du moment où il y aura un classement sans suite, il y ait de manière systématique un rendez-vous qui soit donné et qui soit de droit pour la victime pour qu'elle comprenne pourquoi ce classement sans suite a eu lieu. Et ça, je crois que c'est très déterminant dans le rapport aussi très dégradé que les citoyens ont à la justice, qu'il y ait une explication qui soit donnée, ce qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas le cas. Merci à vous. Qui souhaite répondre à ces deux questions? Madame Abrosimov? Comme vous voulez. Hein. Enfin, vraiment, vous êtes open. Donc, allez, Madame Abrosimov, il faut que vous appuyiez sur des mineurs de l'ARCOM. Un petit retour sur le groupe audience de protection complémentaire créé par les partenaires sociaux de la culture. Ce groupe audience nous semble tout à fait apte à pouvoir examiner, évoluer dans son offre de manière à mieux identifier ces risques de violences sexistes et sexuelles et de prévoir dans son paquet soit dans son socle ou dans ses options, une protection financière pour les différents aspects, pour les différentes dépenses liées au traitement de violences sexistes et sexuelles, au-delà des dépenses d'aide juridictionnelle. Donc, un petit plus pour le groupe audience qui pourrait être tout à fait sollicité. Alors, sur le sujet de l'ARCOM, nous avons auditionné l'ARCOM
en tant qu'autorité administrative indépendante. Nous avons une réponse très structurée qui est reproduite dans le tome 12 sur les contributions. Nous avions deux pôles d'interrogation sur l'ARCOM qui se sont transformés en recommandations. Il nous semble qu'en tant qu'autorité administrative indépendante sur son champ législatif, sur son champ de compétences législatives tel qu'il est, l'ARCOM pourrait être beaucoup plus proactive sur ces différents leviers de sensibilisation, de communication. Elle a énormément de leviers. Elle a un site, elle a des newsletters, elle fait beaucoup d'événementiels, elle touche beaucoup de public. Elle pourrait être beaucoup plus allante sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Là, on vous parle en décembre 2024, mais je pense que l'ARCOM est tout à fait prête à développer tout ce qui est dans son champ législatif. Et puis, deuxième temps de la réflexion et deuxième point de notre recommandation, à terme, pourquoi pas s'interroger de manière extrêmement précautionneuse et avec tout l'encadrement ministériel qui convient et l'encadrement des partenaires sociaux de la culture, essayer de réfléchir à une extension des compétences législatives de l'ARCOM. Pourquoi? Parce que l'ARCOM, elle intervient sur l'image de la femme dans les productions des différents producteurs de médias. Elle n'intervient pas, elle n'entre pas dans les boutiques, l'ARCOM. Elle n'intervient absolument pas dans la façon dont sont gérées, dont sont managées les différentes entreprises du spectacle vivant, enfin toutes les entreprises du champ de l'ARCOM. Et c'est dommage. C'est très bien si elle intervient sur l'image de la femme, mais pourquoi l'ARCOM ne pourrait pas, sous réserve d'expertise et d'élargissement de ses compétences législatives, pourquoi ne pourrait-elle pas entrer, avoir un rôle de prévention et de sanction, puisqu'elle est autorité administrative, sur la façon dont les entreprises du spectacle managent et traitent le sujet des violences sexistes et sexuelles. Enfin, on va les auditionner demain, on va leur poser, voilà. On va leur poser la question. Madame Chiari, Madame Pardo, d'accord, Madame Chiari, Madame Chiari. Madame Chiari. Je vais répondre à Pouria. Oui. Sur la question des mineurs, c'est exclu, ça a été exclu du champ de notre étude. Donc, on n'a pas travaillé sur les mineurs. On a quelqu'un qui est Angélique Cauchy, qui est avec nous dans la mission, qui est cette jeune femme qui est sportive de haut niveau et qui a créé une association qui s'appelle Rebond, qui travaille, elle, beaucoup sur la question des mineurs et qui fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles. C'est une femme absolument remarquable. Vous l'avez auditionnée, je ne sais pas si elle a été auditionnée, non, vous ne l'avez pas rencontrée. Absolument remarquable, qui fait un travail énorme sur la jeunesse. Et je pense que la question que je posais en préalable, où je disais qu'elle était très importante, c'est la notion de respect. Je pense que cette notion de respect doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Et il y a des exemples dans les pays nordiques. Et moi, je me réjouis que cette grammaire, parce que c'est des mots qui sont des mots qu'on n'utilise pratiquement plus dans le langage courant, et que cette notion de respect soit partout entre les hommes et les femmes, parce que le fait qu'il y ait, et je le disais en introduction, le fait qu'il y ait absence de respect entre les hommes et les femmes dans l'entreprise gangrène le corps social. Et on a une impression de violence dans la société, d'insécurité dans la société, qui peut aussi être la conséquence de propos tenus dans le cadre du travail ou dans le cadre d'un travail bénévole ou dans le travail dans un parti politique. Il y a ceux qui manquent de respect et ceux qui le subissent. Et ce sont des gens, les uns sont peut-être en souffrance, mais les autres le sont davantage. Et tout ça, les gens sortent du travail et entrent dans la vie sociale. Et ça pénètre la vie sociale. Et on a le sentiment qu'en France, il y a une violence dans la société qui d'ailleurs fait l'objet de débats, fait l'objet du débat public. Donc la question du respect me semble extrêmement importante au niveau de l'éducation dès le plus jeune âge. Et après viennent les questions de formation, bien évidemment. Madame Pardo. Oui, merci beaucoup. Si nous avons un souhait, une volonté avec cette mission, c'est d'aider un peu au moins à réconcilier les victimes de violences sexistes et sexuelles
avec la justice et de répondre à cette confiance brisée par trop d'années d'impunité. Alors comment on répare cette confiance? En armant la justice à mieux prendre en charge les faits de violences sexistes et sexuelles. Quand on est victime de faits de violences sexistes ou sexuelles dans le cadre d'une relation de travail, on va introduire à la fois une action devant le Conseil des prud'hommes et aussi une action devant le juge pénal. C'est ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on était victime dans le cadre d'un couple ou de la famille. On saisissait à la fois le juge aux affaires familiales mais aussi le juge pénal. Cette multiplicité des actions, c'est une charge pour les victimes, c'est une charge mentale, c'est une charge financière aussi trop importante qu'on veut réduire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé à de nouveaux pôles? C'est parce que la compétence du juge prud'homal est différente de la compétence du juge aux affaires familiales. Néanmoins, on pourrait éventuellement réfléchir aussi, dans le cadre de l'expérimentation que nous préconisons, à mêler ces deux pôles, à faire en sorte qu'il y ait en effet un pôle peut-être spécialisé dans les violences sexistes ou sexuelles, mais en tout cas, il faut bien prendre en compte la spécificité de la compétence prud'homale. Et moi, j'alerte aussi sur un autre aspect, c'est que bien souvent, depuis 2017, depuis le mouvement MeToo, on a mis derrière le mot violence conjugale toutes les violences sexistes et sexuelles, au point d'occulter parfois les violences sexistes ou sexuelles qui arrivent hors cadre conjugal. Quand on regarde le titre de la formation des magistrats, c'est violence conjugale. Quand on regarde les fascicules qui sont mis à la disposition des forces de l'ordre, c'est violence conjugale. Or, en dehors du couple, les violences sexistes ou sexuelles peuvent prendre des formes encore bien plus diverses et bien plus subtiles. Et c'est pour ça que nous tenons à ce que ce terme, le terme de violence sexiste ou sexuelle, soit lui aussi mis en avant en plus, et non pas en occultant les violences conjugales, mais en plus. Et évidemment, c'est aussi le sens de ce que vous disiez, c'est... je veux juste dire quelque chose. J'entends souvent, notamment quand des personnes déposent plainte contre des personnes qui sont connues, qui ont du pouvoir. On entend souvent sur les plateaux de télévision, des personnes disent que ce serait sûrement pour de l'argent. Alors je veux quand même dire quelque chose. D'abord, malheureusement, les victimes de violences sexistes et sexuelles n'ont pas grand-chose à gagner en déposant plainte, mais aussi ce serait normal qu'elles déposent plainte pour de l'argent, parce que notre système, en réalité, répare les souffrances qu'on a endurées par une indemnité financière. Or, ce serait bien normal, et pour autant, il y a un aléa qui est trop important, avec un coût qui est mis à leur charge, sans être juridictionnel au moment du dépôt de plainte, avec des assurances des mutuelles qui sont insuffisantes, et derrière, évidemment, des expertises trop aléatoires, et c'est pour ça encore que je tiens à vous alerter sur ces enjeux-là. Merci beaucoup. Il y a Madame Legrain qui avait une question, et après, Monsieur le rapporteur, et je vous propose qu'on arrête après. Madame Legrain. Ah, pardon. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la présentation de vos travaux, pour vos travaux dans l'ensemble, parce qu'ils donnent plein de pistes. Sur les différents volets, bon, sur la prévention, vous avez parlé de l'éducation à la sexualité, c'était un sujet que je pense important, et puis je pense que c'est bien d'être entendu et de le défendre, voilà, dans la période. Je pense que c'est pas de trop, donc c'est bien de l'avoir dit. Vous avez beaucoup mis l'accent, et je trouve ça très bien, sur la question en fait, des enquêtes internes. C'est-à-dire que souvent, il y a une méconnaissance totale de tout ce champ-là, et donc on nous parle du pénal et l'éducation, et puis entre les deux, le secteur du monde du travail, et en fait les obligations liées au code du travail sont très méconnues, mais y compris dans le monde de la culture, par exemple, la mise en place de la cellule audience, moi, m'a tout de suite soulevé la question, c'est quel est ensuite, où va le signalement? Et il me semble que, enfin, je ne sais pas si vous avez des réponses sur la question ou des préconisations, parce qu'il me semble qu'il n'y a rien de pire que de créer une cellule d'écoute. Et je l'ai dit, y compris dans mon organisation politique, c'est vous créez une cellule d'écoute, et ben il faut avoir tout le processus ensuite qui va jusqu'à la sanction, parce que sinon, en fait, c'est une boîte noire, et c'est ça aussi qui décourage les victimes. Donc, qu'est-ce que vous avez comme préconisation, y compris dans le monde de la culture? Est-ce que le ministère de la Culture pourrait lui-même adosser, c'est-à-dire dire, en fait, si on ouvre quelque chose qui écoute les femmes, à un moment, il faut qu'il y ait quand même des processus par lesquels les signalements réatterrissent dans les différents lieux, que ce soit le CNC pour le cinéma, parce que c'est l'organe public, mais ça peut être donc quand c'est les structures publiques de la culture. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec ces signalements? Quel est le cheminement? Et puisque vous avez parlé aussi de la question de la justice et que ça me tient à cœur, vous avez parlé de la question des classements sans suite. Est-ce qu'à cette heure, vous considérez que les rapports de pouvoir que vous avez étudiés et leurs liens avec les violences sexistes et sexuelles sont suffisamment pris en compte dans le cadre en fait, des enquêtes qui sont menées? Et sinon, est-ce que c'est que ça relève plutôt des directives qu'il faudrait donner davantage au personnel d'enquête et aux magistrats, ou est-ce qu'on est dans la question aussi de la définition pénale du viol, vous me voyez venir, est-ce qu'il faut ajouter la question des situations d'emprise et la question des rapports de pouvoir, des circonstances environnantes, etc., dans une évolution de la définition pénale du viol? Je vous remercie. Merci. Est-ce que, monsieur le rapporteur, est-ce que vous... C'est mieux qu'elle réponde.
Ok, alors répondez s'il vous plaît rapidement parce qu'on on est vraiment déjà, on a dépassé l'heure. Donc rapidement s'il vous plaît, Madame Oliric. Oui, très rapidement pour les sanctions. Ce qui pose problème finalement, c'est le manque d'affichage. C'est probablement que les enquêtes sont mal menées, qu'elles aboutissent pas à des sanctions, probablement peu ou pas. Et derrière, ce qu'on préconise, c'est un affichage, j'allais dire public, c'est-à-dire que chaque entreprise publie chaque année les sanctions qu'elle a mis en place. Et sans qu'elle soit nominative, bien sûr. Mais une fois qu'il y a une publication des sanctions, finalement, il y aura une libération de la parole et surtout, il y aura une prévention secondaire qui pourra éviter d'autres agressions. Ça, c'est évident. Merci. Alors, Madame, pardon, une minute. Ouais, sur la question de la définition du viol, en fait, c'est au moment de la caractérisation de l'élément préalable, c'est-à-dire en l'occurrence de la contrainte morale, que ce sera intéressant de définir cette notion d'emprise. Maintenant, est-ce que ça nécessite une modification de la définition du viol? Je suis, à titre personnel, favorable à l'ajout du terme consentement, mais sans qu'il remplace les 4 critères existants. Je pense qu'à être trop précis, on risque au contraire d'exclure un certain nombre de situations et qu'il faut être extrêmement vigilant. Néanmoins, je pense qu'il faut accentuer encore la formation à la fois des enquêteurs, mais aussi des magistrats dans la caractérisation de ces situations de contrainte morale, notamment dans le cadre de rapports de pouvoir qui peuvent permettre une emprise en réalité. Merci. Ultime question du rapporteur, réponse rapide. Et je suis désolée parce que c'est très frustrant, mais très rapidement. Tel est mon rôle. Sur cette idée, moi j'aime bien cette idée médicale là, de prévention primaire et secondaire. Sur la question du secondaire, c'est-à-dire des sanctions de l'affichage, évidemment sans que ça soit nominatif, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose d'un peu national, d'une sorte de baromètre des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire un baromètre annuel ou bisannuel, ou je ne sais pas exactement, qui dit voilà, en France ça progresse, on va dans le bon sens, on ne va pas dans le bon sens. Premier point, je l'avais prôné pour la question du harcèlement scolaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent sur la façon dont vous abordez le sujet. Et dernier point, un point qui me semble important, c'est sur est-ce que la cellule audience, qui aujourd'hui ne fait pas vraiment d'aide juridictionnelle, pourrait le faire, et est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait une obligation à certains moments d'avoir un avocat au dépôt de plainte, et c'est pas pour Madame Pardo qui va peut-être se faire des clients supplémentaires, mais plus sérieusement, la question on sait très bien qu'au moment de la plainte, tout se joue. C'est-à-dire qu'une plainte mal faite, c'est une plainte qui généralement le procureur ne la regarde à peine parce qu'elle est mal écrite, elle est mal documentée. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement on pourrait avoir, soit via des systèmes d'aide juridictionnelle qui aideraient vraiment à écrire la plainte, qui accompagnerait la plaignante et qui l'accompagnerait sur toute la démarche? Merci. Si c'est possible, une seule réponse. Allez, qui répond? Madame Chiari. Oui, il y a des associations qui font quand même ce travail, peut-être les aider davantage. On a remarqué que c'était un secteur très éclaté en termes de formation. Il y a réellement un manque de coordination dans toutes les associations, toutes les structures qui travaillent sur ce sujet. Il n'y a pas de coordination et c'est dommage. Et ils sont nombreux. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de politique publique à la hauteur des enjeux. Je me permets de le rappeler à la fin de cette audition. Merci beaucoup à vous pour vos recommandations, votre travail. Et merci pour les éléments que vous avez apportés qui nous seront très utiles aussi dans nos conclusions. Merci beaucoup. Merci.